Salut Internet. Si je vous demande quel est le lien entre les pyramides et Marilyn Monroe, cherchez pas, c'est la bière. Elle en a vu presque autant qu'on en a bu, et de Chirac à Van Damme en passant par des rôles farfelus dans l'histoire, vous saurez tout sur ses secrets et sans avoir la gueule de bois. Ma chaîne s'appelle Une bière et j'y vais, à la tienne Doc. Merci, j'y vais. Je reparle de toi à la fin de la vidéo. Bon les amis, accrochez-vous bien parce qu'aujourd'hui on va parler de morbide. On va parler rituels funéraires dans le monde. Et si vous pensez bien connaître le sujet, eh ben vous me connaissez maintenant. Oui, je sais qu'Axolot a déjà parlé dans une superbe vidéo d'ailleurs de quelques pratiques, mais je suis allé vous dénicher cette coutume bien inédite. Allez, c'est parti. Et bim, on commence direct cet épisode à l'autre bout de la Terre, puisqu'on va carrément sur l'archipel des Kiribati. En gros, c'est 32 îles paumées en plein milieu de l'océan Pacifique. Et là-bas, il y a un rituel funéraire très insolite. Tellement insolite que quand tu lis la description sur internet, tu te dis la vache. T'as compris la blague? La vache Kiribati. Ok, on enchaîne. Bon, au Kiribati, la plupart des gens sont chrétiens, depuis que les Anglais sont passés par là. Mais il reste à peu près 5% de la population qui continue de pratiquer un enterrement traditionnel, date d'avant la colonisation. Et cette pratique, on l'appelle l'enterrement du crâne. Déjà, quand la personne meurt, on l'enterre pas tout de suite. Non, d'abord les Gilbertins. Ouais, on les appelle les Gilbertins, les habitants de Kiribati. Hein. C'est spécial, mais bon, c'est comme ça. Bon, donc quand il y a un mort dans la famille, les Gilbertins, ils gardent le corps à la maison pour minimum 3 jours, mais ça peut durer jusqu'à 10 jours. En fait, ils croient que l'âme met un peu de temps avant de passer dans l'autre monde, et ils disent que faut lui laisser une chance de revenir dans son corps d'origine si elle décide qu'en fait, elle veut pas mourir. Je sais pas si ça a déjà marché, mais bon, c'est leur croyance, donc on respecte. Bon, là, vous vous dites, garder un cadavre 10 jours chez soi, bonjour l'odeur. Je suis bien d'accord avec vous. Et c'est pour ça que les Gilbertins, ils brûlent des feuilles à côté du défunt. Et ils mettent même des fleurs dans ses oreilles et ses narines pour compenser un petit peu. Enfin bref, déjà ça c'est bien insolite, mais t'as encore rien vu. Après 3 à 10 jours, ils enterrent enfin le corps qui peut se reposer en paix. Enfin, pas très longtemps, hein, puisque plusieurs mois plus tard, la famille du défunt va déterrer le corps pour polir le squelette. Ils peuvent même en profiter pour récupérer un fémur ou un tibia s'ils en ont besoin pour faire des outils, ou bien même ses dents pour faire de jolis colliers comme celui-là, hashtag recyclage. Une fois que ça c'est fait, ils réenterrent le squelette, mais ils gardent toujours avec eux le crâne, qui reste sur une étagère à la maison. Super sympa la déco. Chaque semaine, un petit peu de nourriture et de tabac est offert au crâne, et certaines familles vont même jusqu'à le trimballer partout avec eux. Ça permet de se protéger du mauvais sort, à ce qui paraît. Maintenant, on change complètement de décor. Je vais vous parler d'une pratique qui vient tout juste d'apparaître aux États-Unis. Mais d'abord, j'ai une question. Si après ta mort, on pouvait transformer ton corps en un objet, tu choisirais quoi? Moi perso, ce serait en godasse. Non mais en godasse, je voulais dire en godasse, parce que j'aime bien la randonnée quoi. Oh là, tout de suite vous, hein. Enfin bref, si tu t'es dit qu'en bijoux ce serait sympa, ça tombe super bien, parce que c'est ce que propose la compagnie Live Gem, créée en 2001 aux États-Unis. Ouais, leur truc à eux, c'est de nous transformer en diamants. Enfin, de transformer nos cendres en diamants. Parce que, vous devez le savoir, hein, parmi tous les atomes qui composent notre corps, une bonne partie d'entre eux sont des atomes de carbone, en moyenne 12%. Et je te le donne en mille, c'est fait en quoi en diamant? En carbone mon gars. La nature est bien foutue quand même, hein. Bon par contre, c'est pas parce qu'il s'agit du même élément que ça se fait les doigts dans le nez, la transformation de notre carbone en diamant. Non, pour ça, il y a tout un protocole à suivre méga compliqué et que je vais pas vous détailler parce que justement, c'est méga compliqué et pas très utile dans notre vidéo. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, il faut compresser les atomes de carbone à très haute température pour leur donner la structure du diamant. Du coup, pour 3500 $, vous pouvez acheter une bague ornée d'un, on se le fait en français, Memorial Diamond de 0,3 carats. Et pour 20 000 $, on atteint les 0,9 carats. Non mais c'est pas donné, hein. Bon, je vous ai parlé de Live Gem parce que c'est la toute première entreprise à avoir proposé ce service très insolite. Mais depuis 2001, il y a d'autres boîtes qui se sont lancées, hein. Pas encore en France, mais il y en a une en Suisse qui s'appelle Algordanza. Non mais je le dis, on sait jamais pour ceux qui ont aimé l'idée et qui peuvent se payer cette folie. Est-ce que tu connais le zoroastrisme? Si oui, bravo. Tiens, pour la peine, t'as gagné le droit de mettre un joli pouce bleu à cette vidéo, et tu as le droit de t'emmerder pendant 20 petites secondes le temps que j'explique aux autres ce que c'est. Le zoroastrisme, c'est l'une des plus vieilles religions au monde. C'est carrément la plus ancienne religion monothéiste, qui vénère qu'un seul dieu, quoi. C'est un culte apparu environ 1 millénaire avant Jésus-Christ, et dont le prophète s'appelait Zarathustra. Elle est originaire de la région iranienne, mais aujourd'hui, c'est surtout par des Indiens qu'elle est pratiquée. Et du coup, ces Indiens-là, on les appelle les Parsis. Bon, voilà pour le zoroastrisme. Et si je te parle de ça, un tas de vidéos
deviné, c'est qu'on va parler de leur rituel funéraire. Le petit nom de leur rituel à eux, c'est la tour du silence. Ça résume plutôt bien le truc. Après la mort, les cadavres sont déposés en haut d'une tour construite spécialement pour les accueillir. Le but, c'est que tous les oiseaux charognards du coin, vautours, etc., ils viennent se faire une bouffe royale, voire carrément un buffet à volonté s'il y a eu une épidémie. Bon, vanne un peu déplacée, je vous l'accorde, mais j'essaye de rester léger, hein, parce que l'idée de me faire becqueter les entrailles par un vautour, Surtout qu'avant ce séjour sur le toit de la tour du silence, il y a tout un rituel assez complexe et un tout petit peu beaucoup dégueulasse, hein, il faut l'avouer. En fait, faut savoir que les zoroastres considéraient les cadavres comme impurs, et il fallait donc surtout pas qu'ils rentrent en contact avec la terre, l'eau ou le feu, 3 éléments qui sont sacrés pour eux. Alors forcément, ça laisse pas beaucoup de solutions pour se débarrasser du corps. Du coup, le cadavre, il devait jamais être à terre, hein, pendant le rituel funéraire, mais toujours sur une couverture en lin. Et me demandez pas pourquoi, il badigeonnait le corps d'urine de taureau, ou d'urine d'humain, s'il y avait pas de taureau de dispo. Mais visiblement, pas de quoi dégoûter les vautours. Hein. Donc pour résumer, tu meurs, déjà c'est pas très cool, mais en plus on te fout du pipi de taureau sur la tronche avant de t'abandonner en haut d'une tour pour te faire bouffer par des charognards. Ouais, je sais pas vous, mais je suis pas prêt à me convertir moi. Alors celui-là, vous en avez peut-être déjà entendu parler ou même vu passer des photos sur internet, parce que je pense que c'est le fait le plus connu du classement. Du coup, je vais pas trop m'attarder, mais elle me fait tellement marrer cette tradition que je pouvais pas la laisser de côté. Au Ghana, dans le golfe de Guinée en Afrique, la population est majoritairement chrétienne, donc les enterrements ressemblent plus ou moins à ce qu'on connaît en France. Mais il y a un truc bien caractéristique aux Ghanéens, les cercueils personnalisés. On les appelle aussi les cercueils fantasy ou les cercueils fantastiques. Je pense que vous comprenez pourquoi à la vue de ces photos. Ouais, au Ghana, dans la région d'Accra surtout, c'est super important d'avoir son cercueil personnalisé, à l'image de la personne à l'intérieur quoi. Parce que faut savoir que dans la grande région d'Accra, ils envisagent pas tout à fait la mort de la même manière que nous. Le fond catholique reste le même, mais pour eux, les ancêtres ont beaucoup plus de pouvoir depuis les cieux, et ils peuvent très souvent influencer la vie de leurs descendants sur Terre. Du coup, vaut mieux bien se faire voir par les ancêtres, tant qu'à faire le plus rapidement possible. Et quoi de mieux qu'un petit cercueil en forme de clé plate pour flatter l'ego de ton grand-père bricoleur, ou même un en forme de voiture, hein, pourquoi pas. Et évidemment, chaque cercueil se fait sur commande auprès d'un artisan spécialisé, qui travaillera soit sur du bois précieux si t'as de la thune, soit si t'es pauvre, il utilisera un bois local qui s'appelle le wawa. Enfin bref, les cercueils fantasy, ils existent depuis longtemps dans la région d'Accra, mais ils se sont vraiment développés dans les années 50, quand les communautés chrétiennes les ont progressivement adoptés. En France et dans le monde occidental, cette pratique est arrivée aux yeux du grand public en 1989 seulement, à l'occasion de l'exposition Les Magiciens de la Terre, au Centre Pompidou de Paris, où figuraient 7 cercueils confectionnés par l'artiste Kanekwei. Et pour en finir avec cette coutume, je vous laisse sur un petit florilège des cercueils que j'ai préférés. Vous êtes prêts ? Bon, on s'est bien marré avec le coup des cercueils ananas et des cercueils dentifrice, mais je vous rappelle qu'à la base, on parle de la mort dans cet épisode. Donc je vais vous remettre direct dans le bain, avec un rituel qui fait bien froid dans le dos, ou plutôt très très chaud. Je m'explique. Le sati, c'est une pratique exercée par les hindouistes, en Inde donc, qui consiste pour les veuves qui viennent de perdre leur mari, à l'accompagner dans l'au-delà, en étant brûlée vivante avec son cadavre. Parce que oui, les hindouistes, ils pratiquent pas l'enterrement, hein. D'après eux, pour purifier son âme, y a rien de mieux que la crémation. Ah mais non, mais je vous avais prévenu, hein, ça fait chaud dans le dos. Et même si les hindouistes prétendent le contraire, j'ai un petit peu de mal à croire que toutes ces veuves qui se sont immolées par le feu l'ont fait de leur plein gré. Surtout qu'à la base, on pense que la pratique s'est développée à l'époque pour empêcher les femmes de tuer leur riche mari pour l'héritage. Sauf que la solution à ce petit problème, elle est quand même vachement radicale. Bon, aujourd'hui, je vous rassure, hein, bien évidemment que le sati est une pratique totalement illégale, sauf qu'on recense encore quelques cas très actuels dans la péninsule indienne. Et c'est loin d'être le seul endroit au monde où se sont développés des rituels dans le genre. Hein. Les historiens en ont retrouvé par exemple des mentions chez les Égyptiens, les Grecs, les Goths ou encore les Scythes. Bon, je vous préviens, on va continuer dans le hardcore. Mais en même temps, on va parler de vikings, hein, donc je pense que vous vous doutez que leur coutume funéraire, c'était pas l'enterrement des bisounours. Hein. Bon, déjà, les vikings, eux aussi, ils pratiquaient la crémation. Par exemple, en disposant le mort dans un bateau auquel ils foutaient le feu. Bon, ça, pourquoi pas, hein, rien de très insolite, vous me direz. D'ailleurs, pour la plupart des vikings, la cérémonie mortuaire s'arrêtait là, hein, crémation sur une barque et basta. Sauf que pour les chefs de guerre ou les chefs de clan, là, c'était toute une autre histoire, mon pote. Parce que le chef de clan viking, il avait des esclaves. Et à chaque chef qui mourait, il fallait qu'au moins un ou une esclave l'accompagne pour continuer de servir son maître même au Valhalla, le paradis des vikings. Et on va pas se mentir, hein, souvent les esclaves sacrifiés c'était des femmes. Le principe est un peu le même que pour le sati en fait, mais en un petit peu beaucoup plus cruel. Ouais, parce que l'esclave viking, elle se fait brûler comme la veuve hindouiste, sauf qu'elle souffre le martyre pendant 10 jours avant. Faut savoir qu'une cérémonie funéraire pour un chef viking mettait une dizaine de jours à se préparer, le temps surtout de confectionner les tout nouveaux vêtements que le chef portera pour son voyage jusqu'au Valhalla. Non, vraiment je kiffe ce mot, le Valhalla.
Valhalla. Enfin bref, pendant les 10 jours qui précèdent la crémation, c'est pas vraiment la joie pour l'esclave qui va être sacrifié. Grâce à un voyageur arabe du 9e siècle appelé comme ça, qui a fait un récit détaillé du rituel, on sait par exemple que dans la semaine qui précédait la cérémonie, l'esclave devait passer de maison en maison pour faire l'amour avec tous les hommes du village, qui, on se le dit, n'étaient pas tous forcément doux comme des agneaux, hein, on parle de vikings. Et chaque homme, pendant ce moment romantique, devait prononcer ces paroles à l'esclave. « Oublie pas de dire à ton maître que je fais ça par amour pour lui, hein !» Après s'être fait passer dessus par tous les hommes du village, malheureusement le pire reste à venir pour cette pauvre esclave. Le jour de la cérémonie, elle se fait tabasser, rouer de coups par des hommes, avant d'être ligotée au lit de son maître. Et puis une fois ligotée, elle est étranglée et poignardée en même temps. Ouais non mais c'est absolument horrible et j'ai pas trop envie de développer en fait, hein. Je crois que vous visualisez déjà suffisamment la scène. Bon et pour finir, une fois crevée, parce que oui après ça il y a quand même peu de chances de survie, et ben l'esclave elle est placée dans le dracard avec son maître pour l'accompagner dans la création. Et voilà, le tout dans la joie et la bonne humeur, merci. Et pour finir, direction l'Australie. Ouais, on a commencé en Océanie, je vous propose donc de terminer en Océanie. Comme ça, la boucle est bouclée. D'ailleurs, c'est un rituel qui se rapproche un petit peu de l'enterrement de crâne au Kiribati, pour la première partie en tout cas. Dans le centre-nord de l'Australie, il existe des aborigènes qui ont une coutume mortuaire très spéciale. Déjà, comme au Kiribati, eux, ils enterrent pas leurs morts tout de suite, sauf que c'est pas 3 à 10 jours qu'ils attendent, hein, mais carrément plusieurs mois. Ouais, pendant des mois, le cadavre est recouvert de feuilles et de branches, et il est laissé à l'air libre dans le jardin pour se décomposer petit à petit. Je te dis pas comment ça devait schlinguer quand il passait à côté. Et pendant tout ce temps de décomposition du corps, par le passé, certaines tribus aborigènes comme les Marinoa allaient carrément jusqu'à récupérer tous les liquides qui sortent du cadavre, comme les graisses qui suintent à travers la peau par exemple. En fait, ils récupéraient ces liquides dégueulasses pour se frotter tout partout avec, en mode dop, ne pique pas les yeux, évite les nœuds. Enfin bref, si t'as envie de vomir en imaginant la scène, t'inquiète pas, ça veut juste dire que t'es parfaitement normal. Bon, quand même, ils faisaient pas ça sans aucune raison, hein. En fait, les aborigènes pensaient que ça leur permettait de s'approprier les meilleures qualités de la personne décédée. Donc voilà, maintenant tu sais quoi faire si tu veux devenir plus intelligent, t'attends que Stephen Hawking crève, et tu te démerdes pour récupérer ses liquides post-mortem. Un petit shampoing avec, et bim, prix Nobel. Ou sinon, tu peux étudier et travailler dur pour l'avoir. C'est bien aussi comme solution, hein. Eh, c'était fun ce classement, hein. Bon, aujourd'hui, je voulais vous présenter une bière et j'y vais. C'est tout simplement une chaîne qui vous parle de plein de sujets qui tournent autour de la bière. Et franchement, c'est juste trop intéressant. Il y a des tonnes d'anecdotes historiques, donc vous imaginez bien que moi, c'est mon kiff. En plus, il m'a promis que s'il faisait le salut internet, il devrait goûter en vidéo une bière de chaque pays du monde. Ouais, bon, non, ok, ça, j'avoue, c'est moi qui l'ai inventé. Mais bon, enfin bref, franchement, foncez, c'est vachement cool comme chaîne. Quant à nous, on se retrouve d'ici, quelques jours, hein, pour un nouveau classement. J'espère que ce nouveau rythme de vidéo, 2 par semaine, ça vous plaît. Moi, je vous attends sur Twitter, Facebook, Instagram. J'espère que vous allez enterrer ce pouce bleu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet!